Les gars, les gattes, les rats du Touquet. Je suis excitée comme une puce au salon du matelas parce que la personne qu'on va recevoir maintenant, je l'aime vraiment beaucoup. Enfin, je ne suis pas une fille très difficile. Si tu me fais un pâté croûte, généralement, je t'aime. Il se fait que le pâté en croûte, c'est vraiment sa spécialité. Et je pense qu'il y a plusieurs personnes qui sont là spécialement pour le voir aujourd'hui. Je sais qu'il y a quelqu'un dans la salle qui a un livre à lui faire dédicacer. Coucou, on fera ça tout à l'heure, c'est promis. À 18 ans, il débarque en Belgique, il débarque de Géorgie, il ne parle pas un mot de français. Il va gagner sa vie en faisant la plonge dans un restaurant. Et quelques années plus tard, toujours à Bruxelles, il chope une étoile Michelin. Merci d'accueillir le grand, l'unique, le complètement fou Karen Torossian qui est en train de faire des selfies avec Cassandre, 16 secondes, qui vient avec nous. Merci de les applaudir. C'est ici que tu te mets ? Donc il y a quelqu'un dans le public qui a un livre à te faire dédicacer. On fera ça entre le pâté et la croûte, si tu veux bien. Est-ce que c'était pas le... Je vois personne, mais bonjour à tous. C'est celui qui bouge devant avec ton livre sur les genoux. Voilà, c'est lui. Est-ce que c'était pas le meilleur des résumés de ta carrière, ça ? C'était magnifique. C'était magnifique. Oui. Hein, on m'a dit d'aller to the point, donc j'ai fait to the point. Donc en gros, tu débarques. Alors on va d'abord commencer parce qu'il y a un timing très serré. Évidemment, aujourd'hui, il va vous faire un pâté en croûte, sinon c'est pas drôle. On le dit déjà, mais on le rappellera. Karen est champion du monde du pâté en croûte en 2015. Je trouve que c'est le titre le plus classe du monde quand même. Et donc forcément, il n'allait pas venir vous faire des navets poêlés, mais un pâté en croûte que Cassandre va monter en direct. Alors tu as mis au point une technique très particulière qui permet de ne pas passer 6 semaines dessus, mais de le faire en 45 à 50 minutes. Est-ce que tu peux nous en parler vite fait ? Alors en résumé, c'était peut-être un peu facile pour nous de venir faire le pâté en croûte. On fait depuis 2013 au restaurant. En dehors du titre, etc. Avant le concours, on en faisait déjà, donc ça fait partie un petit peu de la cuisine que nous, on aime, et je dis souvent, c'est un peu cliché, mais j'ai fait la cuisine que j'aime pour les gens qui aiment cette cuisine-là. On est venu, je suis très fier d'être sur la scène des artisans pour omnivores. On quitte rarement notre cuisine, mais quand on quitte, c'est parce que ce sont les projets qui nous tiennent à cœur. Et surtout, je suis venu vraiment avec une véritable envie de partager quelque chose et pas vous faire une démonstration de force. Ici, on a mis au point, grâce au... Il y a un machin qui s'est produit pendant les 2 dernières années, je crois que ça s'appelait Covid ou un truc comme ça. Le Guinness, là, le bazar. Voilà. Oui, et donc, grâce à ça, on s'est encore plus enfermé, surtout Cassandre et moi, dans notre cave. On a une super cave de 350 mètres carrés à Bruxelles. C'est ça, parce qu'on est enfermé dans une donc cave. c'est notre cuisine. Et donc, du coup, ça nous a permis encore s'épancher plus sur le sujet qui nous intéresse. On a toute une sélection qu'on a appelée d'une façon assez régressive mes croûtes, etc. Donc, là, il a vraiment une page dans son menu, il est marqué mes croûtes. À chaque fois, ça me fait rire, je ne sais pas pourquoi. Donc voilà, et donc du coup, on a imaginé, on appelle ça le pâté en croûte inversé parce qu'on va le monter à l'envers. On va le monter et puis on va le retourner, on va le cuire à l'envers et vous allez voir... je pense que chacun, j'espère, aura quand même une petite tranche pour goûter. En fait, le montage, il se trouve après en dessous et ça vous évite ensuite d'avoir la soudure. Ça, c'était vraiment quand on fait une pâte sans concession, c'est-à-dire une pâte en croûte, c'est quoi ? C'est une terrine, donc c'est une farce, et la croûte. Donc, pour moi, les 2 éléments qui sont hyper importants, donc c'est la véritable croûte, ça doit être croustillant, ça doit être friable, et la farce. Et l'équilibre entre les deux, c'est assez vicieux parce que la farce, c'est une farce charcutière à la base, donc la farce, elle s'améliore après 3-4 jours, alors que la pâte, elle prend l'humidité après 48 heures. Et donc, trouver un équilibre, j'ai dit toujours, je n'ai pas la prétention d'être charcutier ni boucher, et j'ai aucune intention de devenir, je suis cuisinier, donc on fait une partie de la charcuterie française traditionnelle, sans trahir l'ADN de ce que ça représente. Mais on cuisine avant tout parce qu'on est cuisinier. Et donc, nous, on a vraiment cherché l'équilibre entre la farce qui est immédiatement, parce que la farce, on l'a faite ce matin, ça cuit, le lendemain, on peut servir, elle n'a pas besoin de reposer, il n'y a pas besoin... Et donc, du coup, ça nous permet d'avoir vraiment une croûte qui a ce goût de beurre.
j'aime le beurre. C'est vrai. Oui, et donc du coup, on a faudrait qu'on vraiment... parle de pâte feuilletée. Quand on fait une pâte avec farine, œuf, eau et beurre, on a toujours ce problème, je pense que la plupart des gens qui ont essayé, pendant la cuisson, forcément, il y a l'humidité dans la farce qui s'échappe pendant la cuisson, ça souffle, et on a toujours des petits accidents qui se font sur cette partie-là, et donc il y a le jus de cuisson qui essaye de s'échapper, alors c'est dommage parce que le meilleur, justement, c'est ça. Et donc ça devient un petit peu complexe de trouver un compromis entre une belle pâte sans mettre fécule de maïs, pommes de terre, etc. Parce qu'il y a toujours, quelque part, on va perdre le goût simple, c'est la pâte avec le goût de beurre. Et en fait, ce qu'il y a, c'est qu'un pâté en croûte, ça a l'air tout bête, c'est une croûte du pâté à l'intérieur, sauf que toi, tu as travaillé pendant des années, mais quand je dis des années, par exemple, il a travaillé 2 ans sur une recette de pâte à choux, à la faire, la refaire, la refaire, la refaire, jusqu'à ce qu'elle soit parfaite. Et c'est des années de travail pour trouver le bon équilibre, le bon ratio de viande, l'assaisonnement, les trucs pour que ça ne se dessèche pas, c'est de la chimie. En résumé, on fait un pâté en croûte au restaurant qui fait partie de notre menu casse-croûte. Pour en faire un, je mets 5 heures. Et puis dans le menu, on fait une version un petit peu plus simplifiée, sans concession sur le goût, parce que c'est la même farce, c'est la même pâte. Ce qui change, c'est la technique, le montage et le temps que ça prend. C'est ce que Cassandre fait. Donc si quelqu'un a mis le chrono, je pense que je vais lui mettre la pression. J'avais dit 45, mais j'ai vu large. Je pense qu'en 35 minutes, elle va résumer. Non. Oui, si. 35, c'est un peu short. Tout à l'heure, tu m'as dit, allez, voilà, 45. Et surtout avec l'avantage, une fois que c'est monté, 2 heures de repos au frigo, on sort, on met au four, ça cuit, il n'y a pas d'accident, il n'y a pas de... Donc voilà, on a rendu ça un petit peu plus accessible, plus facile, plus... Et c'est vraiment pour moi une façon aussi mettre un doigt d'honneur à l'industrie agroalimentaire qui a repris ces genres de préparation dans les années 70 parce que ça prenait trop de temps à faire pour les charcutiers, les bouchers, et le temps, c'est de l'argent. Donc forcément, quand on a commencé à mettre les prix justes, les gens ne voulaient pas payer parce qu'on était dans l'époque où la cuisine devenait quelque chose de différent que simplement l'artisanat. Donc ça a été repris par l'industrie. Donc aujourd'hui, revenir sur des techniques un petit peu plus simples, plus rapides, plus efficaces et plus accessibles à tout le monde, ça rend aussi les choses abordables. Et sans aller dans l'extrême. Alors pour moi, clairement, la seule chose qui définit la haute gastronomie, ce n'est pas le caviar, ce n'est pas le 200 grammes de turbo, c'est le savoir-faire, c'est la transformation qu'un homme est capable de rajouter comme plus-value sur un produit. Mais justement, et là j'en reviens à ton parcours, donc à la base tu es plongeur, tu ne parles pas un mot de français, tu as 18 ans, et puis tu as une espèce d'illumination en te disant ma vie c'est la cuisine, je résume. Oui, enfin, je ne vais pas raconter ça parce que sinon je prends l'histoire du Cendrillon et à la fin on est tous en train de pleurer. Non, ma vie c'est... Qui a envie de pleurer dans son pâté croûte? Non, ma vie c'est magique. Envie de pleurer dans leur pâté croûte, je suis sur la scène omnivore en France, je viens de Bruxelles. Non, mais comment tu as eu cette illumination alors que c'était à la base pas ton envie? À quel moment tu t'es dit, mais en fait, c'est ça que je veux faire de ma vie? En plus, c'est pas n'importe quoi que tu fais. Tu t'es vraiment basé sur la cuisine traditionnelle française, un savoir-faire, j'allais dire millénaire, mais peut-être pas pousser bobonne non plus, que tu reproduis pour le refaire à la perfection, parce que ces histoires de pâté croûte, de coulibiac, de pitivier, parce qu'il a plein de croûtes. Hein. Il a dit qu'il avait un menu croûte. Dans une page entière dans son menu avec toutes ces croûtes. Alors ça, c'est les croûtes froides, mais les croûtes chaudes, c'est exceptionnel. On parle souvent d'expérience au restaurant, mais là, en l'occurrence, c'est vraiment une expérience d'aller manger une croûte chaude. Chez Karen, il y a un cérémonial du découpage, etc. Pourquoi c'est cette cuisine-là qui t'a parlé? S'il faut reprendre et faire un résumé très court, je vais essayer parce que c'est une question qu'on me pose souvent et plus le temps passe et plus ma réponse elle change parce que finalement je ne connais pas la véritable... Enfin, je ne sais pas ce qui était vraiment le moteur ou le déclencheur, mais une chose est sûre, c'est que voilà, moi ce qui m'intéressait dans la cuisine et dans la cuisine française traditionnelle, bourgeoise, classique, etc., c'est justement ce côté un peu manuel, artisanal. C'est ce qui me définit, en fait. C'est ce qui me définit, c'est la différence entre les artistes et les artisans. C'est que, voilà, les artistes vivent pour créer, et moi, j'ai créé pour vivre.
Donc c'est vraiment c'est cette envie-là. J'aurais pu devenir maçon, plombier, Mais chauffagiste. tu Je disais suis devenu ton cuisinier, mais père est maçon oui, et oui, que troisième génération, et ouais, ce goût du travail j'aurais dû bien devenir fait et aussi. Ouais, propre, il te absolument. vient de ton Je père. pense que ça, ce sont les fondations de mon éducation. C'est j'aime le travail bien fait, et enfin voilà, c'est simple. Du coup, il y a quand même des Français qui viennent en Belgique manger du pâté en croûte. La classe ou pas la classe? Pas en Belgique, chez Karen, Non, mais en ça, c'est voilà, l'occurrence. ça, c'est un petit peu le. Dis, j'ai même pas dit le nom de ton resto. Quand Tout le j'avais. monde connaît le nom du resto de Karen? Bazar, évidemment, Bazar. Le premier rang, Merci. avec le livre à dédicacer, Merci. toujours au taquet. Non, quand j'avais 20 ans, j'ai rêvé de travailler dans des maisons françaises chez des chefs comme Guy Savoy, Michel Bras. Enfin, c'était vraiment Pierre Garnier. Enfin, moi, je rêvais de ça. C'était vraiment quelque chose où j'ai pas eu l'occasion de le faire. Et tant mieux parce qu'aujourd'hui, j'ai de la chance d'accueillir pas mal de chefs français qui viennent goûter de la cuisine française. Chez un Belge à Bruxelles d'origine arménienne. Enfin voilà, c'est une histoire un peu tordue, mais je suis assez fier, oui, c'est clair. Alors, Cassandre, elle en est au tapissage. Si je dis tapissage, ça va ça? Tu tapisses? Fonçage. Au fonçage. Tu fonces. Ouais, une grosse tapisserie, quoi. Donc là, tu fonces le moule. Oui. Tu as mis quand même pas mal de temps. Il y a une technique spéciale pour que l'air ne s'échappe pas, le jus n'essaye pas de se faire la malle. Donc d'abord, bien beurrer le moule, évidemment. Et après, ce qui est important, c'est de vraiment venir, pas étirer la pâte, mais l'abaisser, jamais tendre la pâte, évidemment, pour pas qu'elle reste bien épaisse et donc oui, bien, et pas, pour éviter bien que ça craque. hermétique. Et bien foncer pour qu'il n'y ait pas d'air entre la Vous êtes pâte et prêts? le moule. Ok, sinon s'il y a de l'air, ça fait quoi, des irrégularités? Vous avez les plateaux La ou cuisson pas ne sera pas régulière, Ok, ça ne d'accord. sera pas aussi croustillant. Donc ça, c'est la Voilà. première Venez. Ça, étape. c'est étape 1. Commencez. Ok. L'étape 2, voilà. c'est quoi? Et La vous farce. commencez, Et la farce, allez. donc là, elle est déjà allez-y, faite, hein, elle est dressez, déjà dressez, épicée. Qu'est-ce qu'il y a dressez, dedans? étalez, dressez. Alors donc là, on est sur un mélange de porc noir de Bigorre et d'Auvergne. Mhm. Ensuite, on a les canards bureaux qui sont saumurés, Ouais. Oui, c'est Colonnata. une farce. C'est une Prenez farce, ici, ça. allez-y. c'est- charcutières. Voilà. Oui, c'est une farce charcutière, mais niveau plus, quoi. Et alors, pistache de Sicile. Ok, nickel. Comment t'as trouvé? Il est où? Il se cache. Karen. Ça y est, il s'est Je suis déjà là. fait la main. Ah, t'es là. Allez-y. Ah oui, évidemment, vous allez. On lance les pâtés croûtes, il y en aura pour tout le monde. Plateau après plateau. Comment t'as trouvé cette farce? Après combien d'années de recherche tu as trouvé la farce parfaite? Mais ça n'existe pas, la farce parfaite. La farce, elle évolue, le produit évolue, enfin, tout bouge. C'est ce qui rend aussi ce métier magique et incroyable. C'est que, voilà, aussi bizarre que ça puisse paraître, parce que souvent on dit oui, je mets des années à mettre une recette en place, etc. Mais Cassandre, ça fait presque 5 ans qu'elle fait partie de la famille. Elle peut témoigner. Enfin, ça évolue tout le temps. Mais ça C'est jamais évolue. statique, on est tout le temps en mouvement. Mais toi, parce que toi, c'est ta manière de travailler aussi, c'est faire, refaire, essayer d'améliorer. Tu t'arrêtes pas. Enfin, tu t'arrêtes pas à une recette. Tu essayes que cette recette évolue constamment pour qu'elle soit encore meilleure. Quand on parle des recettes qu'on n'a pas inventées, qu'on n'a pas créées, qu'on peut juste... Enfin, moi, il y a quelque chose que j'ai banni de ma cuisine, c'est le revisiter. Je ne revisite pas. J'essaie de laisser mon empreinte sur quelque chose que quelqu'un d'autre a déjà créé. Quand on parle du bœuf Wellington, du coulibiac, du pâté en croûte. Enfin, voilà, ce sont des monuments de la gastronomie française qui sont pour moi comme des icônes. Donc voilà, j'ai une approche très... Mais très humble. Mais c'est ça, tu as une approche très très humble par rapport aux monuments que tu reproduis. Et après, voilà, il y a cette expérience-là, cette envie d'aller toujours le plus loin possible, qui nous pousse aussi, comme un espèce de challenge, de dire mais quelle est l'empreinte que nous, on va réussir à laisser sur 10 années qu'on va consacrer. Et puis de toute façon, chez nous, à la carte, et Cassandre, elle pourra confirmer, quand on a un plat qu'on ne sait plus quoi faire avec parce qu'on a tout essayé, on enlève. Donc.
Donc voilà, c'est... Quand tu es arrivé au bout des expérimentations. Oui, on a besoin de sentir que voilà, il y a encore quelque chose qui ne va pas, qu'on aimerait bien améliorer, modifier, essayer, enfin voilà, de prendre. Et après, créer pour créer, c'est pas ma cuisine non plus. Donc moi, je suis pas dans la... je pars du principe, quand on est dans la technicité, alors la technicité, parce que souvent on dit « Ah, c'est un excellent technicien », alors la technicité sans l'émotion, c'est stérile. Donc ça n'a pas d'âme, il n'y a rien qui bat. Donc c'est vraiment, ça reste purement Mécanique. mécanique. Donc ça, c'est pas le truc qui nous excite, la technicité pour la technicité, mais par contre, on est dans la technique, on est dans cette envie de pousser à l'extrême cette technicité, mais toujours avec l'émotion, parce que l'émotion, c'est la base même de notre existence. Enfin, moi, ce qui me motive le matin, c'est l'ambition, c'est le challenge. Et c'est vrai qu'à partir du moment où la technicité prend une grosse partie de notre cuisine, finalement, la créativité, ce n'est qu'un outil qui permet à la technicité de se dépasser. Et donc créer pour créer, ça ne m'intéresse pas. Par contre, repousser les limites de la technique pour aller le plus loin possible, et chacun à son niveau. Enfin, il y a des techniciens qui sont plus performants que moi. Enfin voilà, c'est chacun à son niveau. Mais moi, c'est ça. La créativité, ça devient à un moment donné simplement un outil qui permet à la technicité, avec beaucoup d'émotion, de chaque fois repousser certaines limites et dire, bah tiens, là c'est vrai que l'année passée, on ne faisait pas ça, et aujourd'hui, regarde où on est. Et c'est, sur le moment même, on ne se rend pas compte, mais c'est vrai qu'avec le recul, voilà, c'est notre moteur. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, j'arrête parce que sinon je... Oh, mais vas-y, hein. Mais j'en ai plein d'autres. Hein. Tu veux une autre question? Il y a l'émotion, il y a quelque chose, mais ça se sent vraiment quand on va manger chez Karen. Et je sais que le mot est complètement éculé, et pourtant, vraiment, il s'applique bien à Karen. Il y a vraiment de la générosité, de la générosité dans ses plats, dans sa manière, dans la manière qu'il a de présenter ses plats, de les servir aux gens dans la taille de ses assiettes. Finesse, mais c'est parce que parfois tu me rajoutes des assiettes en chemette comme ça, je vais mourir, à la fin je n'en peux plus. Et pourtant tu m'as dit un jour, en parlant de ta mère... On se maîtrise, on s'améliore, oui. Tu m'as dit, une maman arménienne, c'est comme une maman sicilienne. Tu manges partout, tout le temps, tu dois résister et lui rappeler que tu n'es pas une dinde. Visiblement, il y a quand même un truc qui est passé chez toi. Pas que je me sente dinde quand je vais manger chez toi, mais quand même c'est généreux, quoi. On en a pour son argent. Oui, la dernière fois où j'ai vexé ma maman, c'est qu'à un moment, je me suis énervé. Je dis arrête, je ne suis pas une dinde, arrête de me gaver, je ne suis pas un canard, je ne suis pas une dinde. Arrête. Donc, elle est toujours dans ce rapport. Après, franchement, je veux t'éviter l'histoire de je fais la cuisine parce que quand j'avais 6 ans, l'odeur de la madeleine de ma grand-mère. Mais oui, mais si c'est vrai, mais fais-le moi. Non, mais alors on serait tous chanteurs parce on a tous chanté sous la douche à l'âge de 5-6 ans. On n'est pas tous devenus Jean-Jacques Goldman, quoi. Ma grand-mère, elle n'a jamais fait de madeleine. L'odeur de la madeleine, j'ai senti à l'âge de 20 ans, je crois, parce que ni en Arménie ni en Géorgie, on ne faisait pas les madeleines. Et c'est pas pour ça que je suis devenu cuisinier. Non, c'est pas. D'ailleurs, pour mes parents, j'étais le raté de la famille. On en parlait dans la voiture, donc c'est pas. c'est pas ces côtés-là. C'est pas ces côtés-là. Ma maman en cuisine, mais c'est vrai qu'elle quitte pas la cuisine. Donc ça, c'est. Mais ça, c'est typiquement culturel, je pense. Et pourquoi pour eux, t'étais le raté de la famille? Parce que j'ai choisi... on en parlait, je racontais à Alexandre et Paul dans la voiture. Mais oui, on n'a pas présenté Alexandre et Paul. Merci les gars d'être là. C'est nos jeunes cuisiniers au Beaux-Arts Restaurant qui nous ont fait plaisir de nous accompagner. Donc voilà, et je racontais, je pense que pour la petite histoire, la seule et la véritable tradition, si je peux parler de mes origines arméniennes, c'est que les parents doivent sacrifier leur vie pour essayer de leur donner simplement meilleure éducation et qu'ils fassent meilleur métier que donc mon papa, maçon, 3e génération, etc. Donc mes sœurs médecins. Donc moi j'étais raté de la famille. Quand j'ai dit à mon papa que j'allais faire la cuisine, je pense que c'était le pire journée de sa vie. Donc voilà. Oui. Et maintenant? Maintenant il découpe les petits articles. donc voilà.
Cassandre, Oui. on en est où? Bah, attends, mais t'as déjà fini de monter ce truc? Ah non, non, non. Pas encore. Hein. J'avais oublié le décor. Oui, ça aussi, c'est quelque chose que tu as mis, t'as mis au point. C'est le côté très esthétique de tes croûtes. C'est des œuvres d'art. Alors, je sais bien, il n'est pas artiste, il est artisan, il ne fait que reproduire quelque chose de plus grand que lui, il n'invente rien. Mais néanmoins, ce qu'il fait est quand même assez hallucinant. Et tu as vraiment travaillé toute l'esthétique et le décor, pas seulement pour des raisons esthétiques, aussi pour des côtés pratiques, avec les petits cratères, entre autres. Non, mais ici, c'est vraiment la version la plus simple, la plus accessible. Je vous dis, vraiment, on n'est pas venu pour une démonstration de force. Ça fait des années qu'on fait ça, donc ça aurait été trop facile juste venir dire ah ben qu'est-ce qu'on fait, pâté en croûte, ah il va encore nous faire. Non, on est vraiment venu avec cette envie de partager quelque chose pour les gens à qui ça peut intéresser. Mais oui, tu me Partager disais, quelque chose est-ce que je fais bien de leur faire ça? Parce que c'est quand même un de ces secrets qui à la base était le mieux gardé, maintenant plus. Pour le public et aussi pour tout le public qui est en streaming et qui est en train de regarder ce dimanche le montage d'un pâté en croûte en direct. C'est quand même un de tes grands secrets de fabrication. Donc, merci de venir, même si on n'a pas toute la liste des ingrédients de la farce, hein, mais merci quand même de venir partager ça, parce que tu aurais pu vouloir le garder pour toi, pour ne pas être copié, éventuellement. Non, mais je pense qu'il y a 3 étapes dans la vie d'un cuisinier qui sont hyper importants et j'espère que je viens tout juste entamer la dernière tranche du gâteau, c'est là où il y a la cerise au-dessus. Je pense qu'avant tout, c'est l'apprentissage. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'hyper important, c'est ce que les jeunes font, ils nous accompagnent aujourd'hui, ils sont vraiment dans... que ce soit Paul ou Alex, quand ils marchent dans notre cuisine, on entend le sol qui se griffe tellement ils ont les dents longs et tout. Donc ça, c'est vraiment... Ça, c'est vraiment la première. Oh, ok, il confirme, ça va. Ça, c'est vraiment la première partie de ma vie, de mon métier hyper important. Et puis après, je pense qu'arriver, oui, je dirais, à l'âge des 30 ans, on a vraiment la possibilité de s'exprimer, c'est-à-dire appliquer tout ce qu'on a appris, exprimer aussi sa créativité. Donc on est vraiment dans cette partie où à la fois on a la possibilité de mettre en œuvre ce que les anciens nous ont appris et aussi développer sa cuisine, sa créativité, prendre du plaisir. Donc ça, c'est la deuxième partie, mais aussi importante que la première. Et je pense que, bon, j'ai 42 ans, et là, moi, je pense que je rentre dans la partie la plus excitante pour moi, en tout cas la plus importante, comme je vous ai dit, à la fin, j'ai la petite cerise qui m'attend. C'est finalement continuer à apprendre, comme ils le font, pratiquer ce que j'ai appris et transmettre, partager. Donc, les 3 sont réunis. Et donc, c'est d'avoir la chance et la possibilité de réunir ces trois ingrédients-là pour final, parce que honnêtement, entre aujourd'hui et dans 10 ans, il ne se passera rien d'autre. Je veux dire, je veux continuer à apprendre tous les jours, je veux continuer à pratiquer ce que j'ai appris et je veux continuer à transmettre. Le jour où on m'enlève un des 3, je ferme le restaurant et je fabrique des boîtes, des sacs. Non, mais je veux dire, il ne va rien m'arriver d'autre. Et c'est important d'être conscient de ça pour moi, parce que c'est là-dedans où je passe toute ma vie, toute mon existence, et c'est ma source d'inspiration aujourd'hui. Tu travailles toujours 90 heures par semaine? Quand on aime, on ne compte pas, mais d'être entouré aujourd'hui des gens que je considère plus talentueux et plus ambitieux que moi, c'est aussi ça le vrai plaisir. Et je me dis, j'en ai encore, je leur fais peur parfois parce que je suis en forme, je dis, mais moi, encore comme ça, 20 ans, il n'y a pas de souci. Mais que ce soit 10 ans ou 20 ans, c'est ce qui m'attend et je suis l'homme le plus heureux au monde. Hein, donc. C'est vrai que Cassandre, ça fait 5 ans que tu es chez Karen. Tu es sa seconde depuis combien de temps? Presque le début. Presque le début. Qu'est-ce qui a fait que tu as voulu aller chez lui, apprendre chez lui? Par rapport à mon parcours,
pour compléter ma formation, c'était la seule table qui restait pour moi comme une évidence à Bruxelles. C'était ça, ou sans prétention, j'ouvrais ma propre maison. Voilà. Tu vas le faire un jour? Ouvrir ta propre maison? Oui, peut-être. Non, pas peut-être, sûr. Donc en fait, tu espères qu'à un moment, elle va voler de ses propres Bah, ailes bien et qu'elle sûr. va ouvrir. Mais donc, côté, ça va C'est être. tout le mal que je lui souhaite. Hein. Quand elle va quitter Beaux-Arts, c'est pour s'installer. C'est une évidence. Et d'un côté, ça va être pour le cœur. Enfin, vous êtes quand même un duo depuis des années. Bah, ça fait partie de l'évolution, ça fait partie de la vie, ça fait partie oui, c'est dans la logique des choses et je lui souhaite de tout cœur et il le sait. Et j'espère que notre collaboration, ça durera le plus longtemps possible, mais j'espère pour elle aussi qu'elle trouve Un jour, elle arrivera. le bon moment, au bon endroit. Et voilà. Alors, avant de faire de la grande gastronomie, j'ai noté ça quelque part, c'est quoi? Il y a une dizaine d'années, tu travaillais pour David Martin, le chef de la paix à Bruxelles, qui est une autre institution bruxelloise. Et il te met à la tête de ce restaurant Beaux-Arts qui est attenant au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles. Voilà. Et Beaux-Arts, c'est écrit B-O-Z-A-R. Et donc, tu deviens chef de ce restaurant et au début, tu fais une cuisine de brasserie. Alors, une bonne cuisine de brasserie, même si aujourd'hui, tu aimes dire que c'était pas bon. Moi, je te dis que c'était bon. Je le sais, j'ai mangé. Tu fais une cuisine de brasserie et puis c'est au fur et à mesure en fait, que tu évolues et que tu te spécialises dans les croûtes, que tu fais évoluer ta cuisine vers quelque chose de gastronomique. Mais à la base, ce n'était pas l'ambition du lieu. Comment tu es passé d'une bonne cuisine de brasserie pour personnes qui viennent manger avant ou après un spectacle à un restaurant gastronomique qui est très sincèrement, et je ne le dis pas parce qu'il est à côté de moi, vraiment un des meilleurs de Bruxelles? Comme je te disais, hein, déjà l'évolution, c'est malgré nous, je peux pas faire sur place, donc voilà, ça fait partie des choses qu'on ne contrôle pas. Et puis, pour remettre les choses dans leur contexte, que ce soit brasserie, restaurant, enfin, déjà le mot haute gastronomie, je trouve ça dangereux comme expression. Tu préfères quoi? Finalement, la seule chose qui change aujourd'hui par rapport en 2013, on a été élu meilleure brasserie de Belgique, tout ce que vous voulez. Aujourd'hui, c'est vrai que quand j'ai repris le restaurant avec mon épouse, on avait tout de suite changé le nom du restaurant, donc on est passé des Beaux-Arts Brasserie au Beaux-Arts Restaurant. C'était surtout important pour moi d'être transparent et clair vis-à-vis de ma clientèle, parce qu'on a toujours une attente différente par rapport à certaines catégories et tout, mais ce qui définit véritablement la haute gastronomie, comme je te disais, c'est pas le produit, c'est le savoir-faire et c'est la transformation de l'homme apporté à un produit. Donc voilà, aujourd'hui, nous, on a la possibilité, quand on était encore considéré brasserie, en tout, on était 15 personnes et on servait 200 couverts par jour. Aujourd'hui, on a une capacité de 40 places assises par service, donc ça résume 80 couverts par jour et on est 22 à travailler. Mais c'est avec un rapport très réel, très juste, et c'est ce travail de l'homme, vraiment de ce qu'on est capable d'apporter à un produit qu'on a la possibilité justement de développer dans les maisons comme la nôtre, et on n'est pas, enfin, il y en a plein. Donc c'est vraiment d'avoir ce luxe de transformer au maximum un produit, mais transformé par un savoir-faire. Donc quand on est à 4 autour d'une assiette, ben forcément c'est quelque chose qu'on ne peut pas se permettre dans tous les établissements. Et après, c'est pas quelque chose où on a véritablement calculé. Je t'ai dit, les choses se sont faites naturellement et c'est ce qu'on essaye de faire depuis, ça fait 11 ans qu'on existe à Bruxelles. Et notre ambition, clairement, ça a toujours été faire moins pour faire mieux
mais toujours en travaillant le maximum. Donc voilà, il y a énormément de travail derrière. Il y a beaucoup de gens qui sont impliqués dans notre entreprise. Donc oui, c'est... On peut revenir sur le championnat du monde de pâté en croûte. Tu sais bien que ça m'impressionne énormément. À quel moment tu te dis que tu vas participer? Comment tu t'y prépares? Ce type jette. Non, j'ai pas jeté, j'ai déposé. S'il te Déposé. plaît. Je sens que tu vas. Je le garde. Hein. Tu ne jettes pas ça. Hein. Il jette des morceaux de pâté en croûte. Quoi. Quelle infamie. Donc, à quel moment tu te dis que tu vas participer à ce concours Je et comment tu dépose te un autre morceau là. tu... tiens. Comme je te disais, on en faisait déjà à l'époque et c'est vrai que j'ai eu 2-3 copains qui m'ont taquiné un petit peu en disant c'est chouette ce que tu fais, l'évolution, etc. Parce que enfin, voilà, ça n'a pas toujours été aussi précis ce qu'on faisait. Et puis j'en parlais tellement qu'un jour, c'est ma femme qui m'a inscrit au concours parce que moi, le soir, je suis allé me coucher en me disant non, mais je veux réfléchir, je vais encore préparer pendant 1 an et puis on verra l'année prochaine. Et puis j'étais là devant ce questionnaire pour remplir et tout. Et puis le matin, quand je me suis réveillé, j'étais inscrit. Donc voilà, donc du coup, je suis allé voir comment ça se passe et puis j'ai ramené la coupe à Bruxelles. Donc c'était quand même une la grande expérience classe. unique. Et ça a changé pas mal de choses. Disons que ça nous a permis un peu d'allumer les projecteurs sur ce qu'on faisait et ça a donné un côté un petit peu authentique peut-être à ce qu'on faisait, surtout à Bruxelles, par rapport à cette cuisine française traditionnelle, etc. Donc oui, ça a été un déclencheur clairement pour... Donc voilà, et pour moi c'était un coup de boost pour aller encore plus loin de ce que je pouvais faire ou de ce que j'avais envie de faire en tout cas et continuer dans cette direction. Et puis j'ai eu pas mal de difficultés au départ parce que c'est quand même risqué aussi de s'enfermer dans une direction et restreindre voilà, sa capacité à un seul produit. Mais c'est ça, j'allais te finalement, demander si tu n'en avais pas marre, mais d'un autre côté, il est quand même venu nous faire un pâté en croûte. C'est qu'il ne doit pas en avoir totalement marre, sinon il serait non, venu mais faire autre chose. c'est ni un appel d'offres, c'est ni notre plat signature, c'est rien de tout ça. Après, on est identifié à quelque chose, c'est très bien, je prends ça toujours. Et pendant le confinement, ça a été un produit important. C'était notre fonds de commerce, oui. Voilà. Clairement. Oui, il faisait son pâté en croûte à emporter. Ça a complètement illuminé ma première Après, vague. d'autres ont fait avant moi, avec moi et après moi, donc j'ai rien inventé à ce niveau-là. Non, voilà. mais il n'y a que toi qui faisais ça. Il n'y a que toi qui À faisais ton Bruxelles, pâté peut-être, croûte, évidemment. Cassandre, on en est où? Presque à la fin. Là, je viens de retourner. Donc c'est ça. Ah oui, C'est pour donc ça qu'on elle va l'appelle tellement inversé. vite que et moi je parle tellement que je Moi, n'ai pas attiré dans votre attention. dans 5 minutes. Tu as déjà retourné? Oui. Donc vous voyez à l'écran ou pas? Parce que voilà, donc pour les plus intéressés, en fait, ce qu'elle a fait, donc elle a mis le chapeau, donc elle a rabattu les bords, elle a mis le chapeau et puis elle a retourné. Et donc comme je vous disais, en fait la soudure, elle se trouve après en dessous. Donc il y a tout le poids qui pousse vers le bas, donc forcément l'humidité qui essaie de s'échapper, c'est physique, ça monte, donc il ne se passe rien en dessous, donc la soudure elle est nette, donc simplement d'avoir chiqué un petit peu avec les doigts, ça suffit parce qu'après c'est retourné. Et ici on aura un effet légèrement... Donc, vous voyez, Vous n'imaginez pas combien de pâté en croûte il a amené. donc au-dessus, pendant la cuisson, on aura un effet légèrement bombé, parce que encore une fois, pendant la cuisson, ça souffle. Mais si vous regardez ici, donc ça perce pas, ça souffle pas, ça bouge pas. Donc c'est vraiment quelque chose de... Je vais enlever le papier film. On a quand même... En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis un petit peu de beurre noisette sur la pâte pour éviter à ce que l'humidité... Ce qui est important aussi, c'est de savoir que l'humidité, non seulement ça vient de l'extérieur, mais aussi essaye de s'échapper de l'intérieur, parce qu'il y a l'humidité dans la farce. Et donc, du coup, c'est pour cette raison-là aussi qu'on met du beurre noisette, parce que ça empêche à l'humidité rentrer et de sortir. Et donc, ça rend les choses un petit peu plus homogènes. Ça évite quoi? Une pâte détrempée et une farce asséchée, j'imagine.
Tu peux nous réexpliquer la farce? Je n'essaye pas d'avoir les proportions exactes et le secret exact de ta farce, mais tu peux revenir 2 secondes sur la farce que tu as faite pour celle-ci? Je vais d'abord montrer, donc, je ne sais pas si on voit. Il y a une caméra, regarde. Il y a une caméra là, une caméra devant et une caméra Voilà, donc sur le côté. la véritable soudure, en fait, elle se retrouve ici. Et donc ici, comme vous voyez, il n'y a absolument rien parce que ça a juste soufflé un petit peu pendant la cuisson. Donc on a le côté un petit peu arrondi et la soudure, elle se trouve ici. Et donc voilà, ça permet vraiment de faire ça avec beaucoup de facilité. Donc voilà, c'est ce qu'on avait envie de faciliter, c'est 10 ans de boulot quand même. Et de partager sur scène. Donc voilà, ça je laisse ici. On va filmer après, les garçons. Il faudra demander à... Vous avez un papier film? Merci. Qui a déjà eu son pâté dans la salle? Ouais, ça va. On a encore... Ah, je pensais que... Il n'a pas jeté ses morceaux. Non, ça va, il les a déposés. Moi, je prends les morceaux qu'il dépose. qu'il dépose. Il y a du rab, à mon avis, il y en aura assez pour tout le monde, mais je ne sais pas si... Alors, si jamais vous dites les Belges et jettent le pâté en croûte, sachez qu'elle est belge aussi, parce que ça fait 4 fois qu'elle me dit que j'ai jeté. Non, mais je suis obsédée par son pâté en croûte et quand je vois une miette qui tombe, je la récupère, parce qu'il est vraiment délicieux. La farce de ce pâté croûte, est-ce que tu peux rappeler ce qu'il y a dedans? Alors on fait un mélange de porc noir des Bigorre pour le gras et le cochon d'Auvergne pour le maigre. Alors je vais essayer de faire un résumé parce que franchement là on a plus travaillé parce que bon la pâte, encore une fois, prenez la plus vieille recette que vous trouvez dans les livres des cuisines, ce sera la meilleure, donc c'est 1 kg de farine, 500 g de beurre. Et après vous pouvez faire ce que vous voulez, 200 g d'eau ou 200 g d'œufs, que des jaunes, que des blancs, enfin vous pouvez mélanger comme vous voulez, mais à partir du moment où vous avez pour 1 kg 300 g de liquide, que ce soit 200 g des œufs et 100 g d'eau, ou inversement, c'est 300 g de liquide, 1 kg de farine et 500 g de beurre. Donc vous allez avoir une pâte, une vraie pâte à pâté, donc une pâte à croûte. Donc voilà, donc la pâte c'est assez simple. Et là, on a vraiment travaillé, enfin, c'est assez simple à partir du moment où on veut avoir ce goût d'une vraie pâte. En tout cas, nous, c'est le goût qu'on aime. Et après, là, on a vraiment travaillé, et comme je te disais tout à l'heure, moi, je suis cuisinier, donc je n'ai pas la prétention d'être ni boucher ni charcutier. Et donc, on a vraiment essayé de cuisiner, et on a cuisiné vraiment avec cette envie de dire, mais comment est-ce qu'on fait une farce qu'on peut... Le pâté en croûte, il a cuit hier et vous êtes en train de le déguster aujourd'hui. Je peux vous laisser une semaine, donc la pâte, elle va ramollir. La farce, elle va être peut-être un petit peu plus nette, parce que vous voyez ici, elle est encore trop fraîche, mais le goût ne va pas changer. Vous mangez aujourd'hui, alors qu'on a cuit hier, vous mangez aujourd'hui, vous mangez ça dans 3 jours ou une semaine, ça ne va pas changer. Pourquoi? Parce que déjà, il y a 20% de gras par rapport à 80% de maigre. Normalement, dans une farce charcutière traditionnelle, il y a 50-50, donc il y a 50% de gras, 50% de maigre. Et quand on parle des pâtés en croûte, tout ce qui est gibier, des viandes qui ont plus de goût et plus de force, là, généralement, on fait 75% du gras et 25% de... Et comment tu es arrivé à ce ratio qui te convenait? Nous, on a inversé ça parce qu'en fait, ce qui est immédiatement appréciable au palais, justement, c'est la partie maigre et pas la graisse, parce que plus il y a du gras et plus il y a cette sensation des lourdeurs et cette sensation de la langue qui colle au palais. Il y a 30 ans, on faisait les jus de viande avec les os qui devaient bouillir pendant 3 jours sur la marmite. Et puis, quand on prenait une cuillère, on avait du mal à décoller la langue au palais. Mais un pâté en croûte un peu vulgaire, j'ai envie de dire, où on a mis la gorge des porcs, parce que c'est la seule partie du cochon que j'utilise jamais, c'est la gorge des porcs, parce que je trouve que c'est un gras qui n'est pas agréable, donc on n'a pas de finesse, on n'a pas de longueur, on n'a pas de... pour moi, voilà, c'est vraiment une partie du cochon que j'ai jamais utilisée dans mes farces. Et pourtant, ça fait partie du cochon qu'on utilise le plus dans la charcuterie, c'est la gorge des porcs. Et donc nous, on a essayé vraiment de cuisiner, c'est-à-dire
On a déjà sélectionné l'épaule de cochon d'Auvergne. Pourquoi l'épaule? Parce que bon, c'est la partie où ça travaille le plus, donc il y a des muscles. Et contrairement à ce qu'on peut croire, ben, comme il y a des muscles, bon, il y a une semure, on fait une semure sèche, ça semurait pendant 48 heures, et puis il y a la cuisson, et puis etc. Donc on a encore plus de jutosité, justement, parce qu'il y a de la matière, il y a de la mâche, il y a de la résistance. C'est pas pâté crème, tu vois, c'est vraiment une farce où il faut mâcher, et il se passe quelque chose dans le palais, mais sans ce côté désagréable, d'un gras, d'une lourdeur ou d'un arrière-goût qui reste. Nous, on a vraiment cherché une farce où, après avoir mangé, même 10 minutes après, ça relance. Et il y a vraiment cette longueur en bouche qui vient même plus tard envahir le palais parce qu'on a mangé une partie de viande qui est peut-être un peu plus noble ou voilà, en tout cas sélectionnée et mixée avec énormément de réflexion. Donc, comme on a travaillé avec très peu de gras, il y avait le danger, et on est passé par cette étape, d'avoir quelque chose de très sec. Et techniquement, sincèrement, je pense que c'est le pâté en croûte le plus sec du monde, parce que 80% de maigre pour 20% de gras, techniquement, c'est hyper sec. Donc nous, ce qu'on a fait, donc, on a vraiment travaillé sur la gelée. Donc, à partir du moment où on a... Pour moi, sincèrement, le porc noir des Bigorre, ça reste surtout la poitrine. J'aurais dû prendre une poitrine des porcs noirs des Bigorre. J'avais même fait une vidéo que j'avais postée à l'époque. Je prenais un petit couteau sur le porc noir des Bigorre, je tirais comme ça et ça venait sur la lame du couteau comme si c'était du beurre. Moi, je pourrais mettre ça sur le croissant et mettre dans mon café le matin. Donc c'est vraiment c'est du gras, mais qui a de la finesse, qui a de l'élégance, qui nous permet, et puis c'est vraiment du 100% gras. Et donc d'avoir un excellent gras de 20%, ça nous a permis de venir avec les parties hyper maigres, parce que sur l'épaule d'Auvergne, déjà, le cochon d'Auvergne, c'est un cochon par définition qui est très maigre, il n'y a pas beaucoup de gras, même sur la poitrine, et dans l'épaule, il n'y a quasiment pas de gras, donc c'est vraiment une partie des muscles. Donc on va juste enlever les nerfs, etc. Et donc on va utiliser cette partie-là. Et donc le mélange est assez sec. Et après, nous, ce qu'on fait, parce que ici, les petits morceaux que vous voyez, c'est un petit peu de canard. Pourquoi on met le canard? C'est surtout aussi parce qu'on fait un jus de canard avec les carcasses. Donc on va lever les cuisses, on va lever la poitrine, etc. On va faire une saumure sèche, on va couper ça en petits morceaux qu'on va rajouter dans la farce. Et surtout, avec tout le reste du canard, on va faire un jus assez goûtu de canard qu'on va ensuite gélifier. Bon, je ne vais pas rentrer en détail, mais nous, on n'a pas besoin de prendre les feuilles de gélatine. On peut faire la gelée avec la couenne nous-mêmes, etc. Mais une fois qu'on a gélifié, si vous voulez, le jus de canard, ça nous permet de tricher et venir pendant la cuisson. Donc, bon, enfin, la plupart des gens connaissent forcément, mais vous voyez les cheminées, ça, donc il y en a plusieurs. Ça permet de faire évacuer la pression, l'humidité pendant la cuisson, et surtout ça permet après la cuisson, c'est ce que Cassandre va faire maintenant. Parce que Cassandre est en train de finir le... Voilà, là il fait le marquage, et puis voilà, il va mettre les petites douilles. Donc nous on utilise les douilles pour faire les cheminées. Et donc ce qu'on fait surtout après cuisson, donc une fois qu'elle aura passé, quand on commence à couler notre gelée, on fait les petits bouchons comme ça, et c'est un procédé qui prend, ça peut prendre 2-3 heures. Donc, chaque fois qu'on coule la gelée, la graisse c'est ce qui est le plus léger, donc ça va remonter. Nous on retire la graisse. Okay. Donc le peu de graisse qu'il y a dans le pâté en croûte, enfin voilà, c'est pour ça que je vous dis, c'est cuisiné, c'est pas une charcuterie qu'on a fait pour mettre dans une vitrine. C'est vraiment un plat qu'on a cuisiné avec cette réflexion de dire, je ne veux pas la graisse. Le bon gras va rester dans le mélange, et le gras qui a fondu, je veux l'éliminer au maximum et remplacer par un apport de goût qui est notre gelée. Donc ce qui est bon dans ce pâté en croûte, c'est surtout la gelée qui a vraiment du goût tu vas me tuer si je m'y mets. Non, j'ai compris. Et qui va aussi humidifier la farce et qui va donner cette impression d'avoir quelque chose d'essoyant en bouche et pas sec. Je me suis lavé les mains avant, bien sûr. Et j'ai toujours pas le Covid. Allez-y, hein, Paul. Vous pouvez venir chercher. Je ne sais pas s'il y a encore beaucoup de gens qui n'ont pas goûté. Je vais crier un peu pour voir. Oh bah oui. Non. Et il nous reste moins de 10 minutes, donc on va un peu se presser.
Dépose un peu mon couteau, là, touche pas à mon couteau. Je savais que tu allais t'énerver à un moment si je touchais à tes trucs. Allez, retourne à ta place. Tu sais, il me dit oui, vas-y, ça me dérange pas, ça a duré 1 minute et demie. Bon, Non, mais bah, je pensais que tu allais prendre une tranche pour toi. Je savais pas que tu allais prendre mon couteau et commencer à... bah si, je t'aide. Mais je peux pas prendre une tranche pour moi tant que tout le monde en a pas eu. Moi, j'ai un pâté complet. Il va pas me laisser repartir avec. Hein. Je prendrai les morceaux qu'il a délicatement déposés. Est-ce que quelqu'un a une question? Parce que dans 10 minutes, on va me foutre dehors. Donc, Combien de recettes de farce est-ce que tu as? alors là, actuellement, on en a 2. Parce qu'on fait un pâté en croûte, celui avec lequel j'ai remporté le prix en 2015. Et on fait exactement le même depuis 2015 parce que les gens viennent pour. Et voilà, moi j'ai eu de la chance d'avoir présenté un pâté en croûte pour le concours que j'ai servi déjà au restaurant. Et donc comme il a été primé, donc du coup ça me permet de... Donc j'ai pas conçu une pièce pour le concours, c'est vraiment quelque chose qu'on a sorti du restaurant, on a présenté, on a eu le prix, donc voilà, on est assez fiers et donc on continue à servir ça. Et je pense que si je l'enlève, je vais avoir des problèmes avec, Déjà, juste avec avec moi. pas mal de clients qui voyagent, enfin les convives. Donc celui-là, il fait partie du meuble au restaurant. Et puis, dans le menu qui varie régulièrement, on essaye toujours d'avoir un pâté en croûte. Là, en ce moment, on fait un avec du poivre frais thaïlandais, volaille des Bresses et porc noir des Bigorre. Donc voilà, ça, c'est ce qu'on fait en ce moment, qui est servi avec la même garniture qu'on vous a servi. Donc c'est des jeunes légumes en pickles, enfin voilà, avec une feuille de betterave dessus. Donc voilà, actuellement on en a 2 et puis quand on changera menu, on va mettre autre chose. Mais après oui, on fait les oreillers pendant la saison, on fait... Oui, bien sûr. Avec bien quoi sûr. Oui, bien Avec sûr. du gibier aussi. Ouais. On fait les les terrines des gibiers. Donc, Madame demande on s'il fait, travaille le gibier aussi. Je on- reprends la on- question là. Je la répète dans le micro aussi pour les peut-être quoi 1000 personnes qui nous regardent en ce moment. Je pense, je ne sais pas, j'ai pas le chiffre, mais en tout cas il y a des gens qui nous regardent en streaming et qui n'entendent pas les questions dans la salle, d'où le fait que je les répète. Alors, je Au vais vous niveau de la raconter... pâte, pour avoir une jolie couleur. Je vais vous raconter une anecdote parce que aujourd'hui, je me la pète un peu, donc je la raconte avec beaucoup de sincérité. C'est vrai qu'au début, c'est la question qu'on me posait le plus souvent sur les réseaux sociaux. Comment tu fais avec la dorure pour avoir ces côtés boisés et la plupart des gens qui posaient ça, c'est justement les gens qui faisaient le concours, meilleur ouvrier de France, championnat du monde. Et chaque fois, je disais, bah, je fais rien. C'est le jaune d'œuf. Je travaille avec un monsieur tout à fait charmant. C'est la ferme des Coudriers en Belgique. Il a un élevage des poules. Je pense qu'il leur parle tous les matins avant de prendre son petit déjeuner et tout. Donc voilà, ça fait 11 ans que je travaille avec. J'ai jamais vu un œuf aussi liquoreux que ces œufs à lui, avec une couleur aussi vive, etc. Et surtout, qui garde vraiment une belle coloration. Et honnêtement, au début, quand je disais, bah, écoutez, je fais rien, je clarifie mes œufs, je fais rien, j'enlève juste la chalasse, je tamise pas, je mets pas au frigo, je mélange pas, je foisonne pas, vraiment pour garder la vraie structure de l'œuf. Il faut juste enlever la petite chalasse, donc la petite boule blanche, pour qu'il n'y a pas des traces, pour avoir vraiment... Et après, il y a la façon dont on va appliquer, donc les plus attentifs, je pense qu'ils ont regardé, elle n'a pas doré, elle a mis du vernis, donc vraiment c'est une jolie couche. Et au début, quand je disais ça à mes confrères en disant ben, je fais rien, les plupart des gens, il n'y avait plus de réponse, et les plus honnêtes m'insultaient en disant bah, t'es pas sympa, tu partages pas ton savoir-faire, etc. Et donc, pour arrêter de me faire allumer sur les réseaux, je commençais à dire, écoutez, j'ai fait un sirop à 30 et je fais un mélange avec le sirop, etc. Et ce qui était assez anecdotique, c'est que les gens, ils faisaient les tests, ils disaient, c'est super, c'est génial, ça fonctionne, merci. Et donc voilà, non mais sincèrement, je réponds à votre question avec beaucoup d'honnêteté et sincérité avec la petite anecdote. Il n'y a pas de sirop, il n'y a rien. C'est les œufs à température ambiante qu'on ne met pas au frigo, clarifiés, pas tamisés, pas foisonnés, pas casser la structure et appliqués avec soin.
Et le four, est-ce Bien que ça sûr, joue aussi? ventilation pour faire évacuer l'humidité. Donc voilà, si vous baissez, pour faire, parce qu'aujourd'hui il y a les fours, quand tu allumes, il y a le petit bonhomme qui dit bonjour, il propose un café, mais si on part d'un four traditionnel où il y a des barres de ventilation, mettez à fond. Donc air pulsé, ventilation à fond, et c'est ça qui va permettre de dessécher la pâte, de donner une coloration uniforme. Alors ici, est-ce qu'on peut juste... Alors, Vous êtes en ça train de dépendra m'exploser toujours mon de la timing. farce. Merci, non merci, hein, monsieur. Ça Après, c'est pas vous qu'on engueule dans l'oreillette. Hein. Ça dépendra toujours de la farce, mais quand on hésite sincèrement, attendez, je veux dire en français, 190 avec ventilation au maximum, pour moi c'est la meilleure température. Puis certaines croûtes, on va ferrer, on va démarrer à 220, on va descendre à 170, mais ouais, 180, 190 c'est la meilleure température, sans prendre le risque. Maintenant qu'on a créé des petites cheminées, qu'est-ce qu'on fait de ça? Ben voilà, maintenant, nous, ce qu'on fait, on laisse un petit peu au frigo. Donc là, maintenant, ce qu'elle a fait, chef Cassandre, c'est qu'elle a vraiment montré les cheminées, etc. Mais nous, en général, ce qu'on fait, une fois que c'est monté, avant on met de la dorure, on met ça au frigo pendant 2-3 heures, de façon à ce que la pâte reprenne la température. Comme ça, quand on démarre la cuisson, on a vraiment quelque chose de hyper homogène. Il n'y a pas des choses qui se passent. Parce que bon, ça a pris quand même s'il a été... Cassandre qui a explosé le compteur, je propose que vous l'applaudissiez. Donc voilà, ça a pris quand même la température ambiante. Nous, on met en frigo 2-3 heures, pas la peine de mettre ça toute une nuit, etc. Et puis on sort, on met la dorure, on met les petits... Enfin, on trace, on met les petites cheminées, ça va au four. La cuisson, les yeux fermés ici, parce qu'on connaît le poids, il y a 2,1 kg de farce, il y a 1,350 kg des pâtes, enfin, donc voilà, donc c'est vraiment micro-calculé, millimétré. On peut mettre les yeux fermés au four pendant 1 heure à 190, ventilation à fond, et après 1 heure, quand ça sonne, elle a encore fait le test, c'était quand que tu as cuit ça? Vendredi. On a piqué la sonde, donc nous on monte à cœur à 64 degrés. Et donc elle a mis la sonde, elle a mis 1 heure et les deux on s'en est en même temps. Donc voilà. On arrive à la fin de cette masterclass. Non, mais arrêtez de poser des questions tout le temps. La gelée, oui. Demande monsieur. Après cuisson. Donc après cuisson on sort. Et alors nous on n'attend pas. Alors il y a 2 écoles, on sort, on met au frigo. Viens et ici le parce lendemain, que tu es beaucoup plus beau à la caméra quand tu viens ici. Et le lendemain, quand c'est froid, on remplit. Ça prend 5 minutes. Donc tout a figé, il ne se passe plus rien. Donc pour moi, c'est là où c'est technique, sans émotion, donc il ne se passe rien. Donc on a refroidi, le gras a figé, on a pris la gelée, on a coulé, ça a pris 5 minutes, mais il ne s'est rien passé. Donc nous, on sort du four, donc ça commence encore à monter en température par immersion. Donc si je rentre en détail, ça va monter jusqu'à 70 degrés, donc 70, alors qu'on sort à 64, donc oui, ça va monter à 70-75 degrés, et puis après, la température commence à descendre. Arrivé à 50 degrés, notre gelée qui est aussi à 50 degrés, donc vraiment, nous on sait, à la sortie du four, on attend 30 minutes, mais c'est déjà calculé avant, donc on sait que notre gelée elle est à 50 degrés, parce qu'on a fait chauffer avant, sans jamais faire bouillir, parce qu'on fait notre gelée nous-mêmes, donc on ne dépasse jamais 85 degrés pour faire la gelée, à aucun moment, donc vraiment c'est une cuisson charcutière, etc. Et donc quand notre gelée est à 50 degrés et l'intérieur du pâté en croûte aussi, on commence à couler et on a tout le temps en cuisine ceci. Et donc il y a vraiment ce geste. Après, ce n'est pas une personne qui reste pendant 3 heures, on fait d'autres choses. On coule la gelée, donc le gras remplit les cheminées. On dépose comme ça les petites éponges. Et moi j'ai déjà fait le test. Peser le papier que j'utilise et repéser après le papier qui est imbibé du gras. Je retire sur 2,1 kg de farce, on retire facilement 300 grammes de graisse qui sont remplacés ensuite par un supplément de goût, parce que le goût, il n'est pas seulement dans la farce, dans la pâte, mais aussi dans la gelée. Et la gelée, on la cuisine véritablement. Donc, faire ça pendant 2-3 heures, parce qu'à partir d'un moment où il n'y a plus de gras et le petit bouchon, il n'est pas gras, mais il prend la couleur de la gelée qui est une couleur un peu plus foncée. Donc on sait que
C'est terminé, il n'y a plus de gras. Et là, on continue à couler la gelée jusqu'à ce que ça fige complètement avant de mettre au frais. On ne met jamais au frais si la gelée, si les cheminées ne sont pas remplies. Je vous montre voilà. les petits... que je me sens utile un peu parfois quand même. Parce qu'avec tout ça, j'ai évidemment pas mangé le pâté. J'ai faim, Karen. Tout le monde a eu tout. Je sais qu'il y a des gens qui n'en ont pas encore eu. On va s'arranger pour les déçus du pâté. On fera ça juste après. On va aussi laisser les équipes qui sont derrière aller manger éventuellement du pâté pour les morceaux qu'il a déposés. Je voudrais remercier les élèves de l'école hôtelière du Touquet qui sont en coulisses partout pour nous aider. Et monsieur, je vous l'avais promis, on finit cette masterclass avec, vous pouvez venir apporter votre livre à dédicacer par Karen. Peut-être qu'il mettra une tranche de pâté dedans. Et merci, merci, merci beaucoup Karen et Cassandre, et bravo à toute l'équipe. Merci.